Merci d'être avec nous. Vous suivez, on garde le contact. La question est la suivante. Qu'avons-nous fait de plus d'un demi-siècle d'indépendance? Des réactions pleuvent depuis hier. Aujourd'hui encore, nous aurons l'occasion de répondre à cette question, mais aussi d'aller un peu plus loin, tout en nous interrogeant sur la question suivante. Est-ce que la cession à l'indépendance a provoqué une réorientation fondamentale des États africains? 22 40 12 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 225 22 40 12 54 pour ceux qui nous appellent de l'étranger. Et aussi facebook.com/on garde le contact pour ceux qui sont habiles avec un téléphone, un smartphone, un ordinateur, etc., etc. Bonjour à tous. Hier, donc, c'était vraiment chaud sur ce plateau. On fait un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Les 50 ans ont apporté un développement en Afrique parce qu'aujourd'hui, avant, on n'avait pas les routes pour se déplacer. Même les voitures, c'était un problème. Aujourd'hui, bon, se déplacer, c'est très facile. Tout à l'heure, c'était à Benjerville, je viens d'arriver. Puis il y a le troisième pont qui permet aussi de pouvoir, pour éviter les embouteillages et tout ça là. Et en tout cas, ce quartier est bien construit, voilà, le nouveau camp qui est là. Et puis vraiment, c'est une fierté pour moi que l'Afrique continue comme ça dans ce développement. On a de la technicité brute. Pourquoi ne pas demander à un maître qui forme en technologie ou en réparation d'équipements électroniques de venir former mon enfant, mais d'appeler par exemple un professeur d'anglais ou bien d'histoire géo de France pour venir apprendre l'histoire de la France à mon enfant ici. Voilà le problème. Donc ces enfants-là qui ont été formés dans la culture purement occidentalisée, qui n'a aucun impact sur les réalités africaines, quand ils sont devenus grands avec leur diplôme, ils vont où? On les jette dans des bureaux. Quand il n'y a plus de place dans les bureaux, on demande à quelqu'un qui a fait cette formation d'aller faire autre chose. Mais il fait quoi? Voilà la vraie question. Personne qui pouvait construire quelque chose qui pouvait aider l'Afrique. Entre nous. C'était que des philosophes, des littéraires, des gens qui défendaient. Parlons de Kwame Nkrumah. Excusez, vous savez, nous tous on croit en l'Afrique, mais il y a des théories, il y a des théories qui ont été défendues à l'époque, c'était des théories pour l'instant. Il n'y avait pas de plan de développement derrière ces théories-là. On nous a tout pris, mais on ne nous a pas pris nos pensées, on ne nous a pas pris notre cerveau. Donc nous avons les manettes en main, nous sommes capables aujourd'hui d'assumer notre indépendance réellement sur la base toujours de nos valeurs culturelles. Les sciences, la technologie sont à nous. Les Africains sont à la base de beaucoup de créations, d'inventions. Ça, c'est connu, on ne revient pas là-dessus. Les chances de développement africain s'accroîtraient si ce continent savait mesurer plus exactement son degré actuel d'évolution et choisir ses institutions politiques et économiques en s'y adaptant, au lieu de copier l'Europe. Donc pour dire qu'on pouvait déjà, si on est indépendant, on pouvait déjà, à partir de nos réalités, créer notre système. Justement. Ces 50 années aussi ont été bénéfiques pour l'Afrique parce que ça nous a permis aussi de pouvoir prendre conscience qu'il y a une jeunesse émergente et il y a une jeunesse qui prend conscience qu'elle est prête aussi à avancer à travers les innovations, à travers les créations, à travers la mondialisation et autres. À titre de rappel, aux alentours des années 2010, ici en Afrique, nous avons assisté aux différentes célébrations des cinquantenaires d'accession à l'indépendance de différents pays. Est-ce que plus d'un demi-siècle après les indépendances, on peut dire qu'on a fait de bonnes choses de cette autonomie-là? Voilà, c'est la question qui a été posée à vous tous et aussi sur ce plateau. Nous avons, dans le débat, progressé et nous avons pu remarquer que tous ceux qui ont pu accéder au développement, par exemple, avaient inventé des modèles propres à eux et par moment même avaient fait des interconnexions entre eux et d'autres États, tel a été l'exemple des États-Unis et du Japon, exemple pris par Inabo Delors, que je vous présente maintenant. Bonjour Inabo. Bonjour Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, nous avons Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Président de l'Institut des civilisations noires et auteur de la dictature culturelle. Ismaël Diop est avec nous. Bonjour Diop. Bonjour Mohamed. Diop est acteur culturel, il est homme de culture ici, basé en Côte d'Ivoire, mais appelé sur beaucoup de fronts pour défendre le savoir-faire africain et le plus récent des actes qu'il a posés, c'est d'avoir participé à Big Reggae Festival. Et je pense que la presse en a dit beaucoup de bonnes choses. Alors Inabo, on va commencer par vous déjà. L'exemple qui a opposé le Japon aux États-Unis dans le cadre du développement de l'industrie automobile a été utilisé, mais ça fait un peu débat parce que depuis les États-Unis, M. Bradley a tenté d'apporter
certains regards dans votre exposé. On vous donne l'occasion d'être plus clair au niveau de ce qui s'est passé en matière de l'industrie automobile entre les États-Unis et le Japon. Nous sommes toujours dans le développement des pays. Merci Mohamed. En fait, je voudrais d'entrée de jeu signifier à tous ceux qui nous écoutent que nous faisons beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches pour essayer de leur donner des informations fiables et correctes, parce que l'histoire est vérifiable par tous. Cela dit, j'ai notifié ici qu'il y a eu un moment de l'histoire de l'évolution de l'industrie automobile au Japon et aux États-Unis où les Américains ont envoyé des ingénieurs se faire former au Japon sur la technologie du développement des modèles réduits de véhicules. C'est vrai que jusqu'en 1970, le Japon avait interdit à ses constructeurs locaux de faire appel à une quelconque intelligence extérieure. Ils ont tout développé à partir d'eux-mêmes, même s'ils se sont inspirés des modèles extérieurs. Mais il est arrivé un moment où, pris dans l'essor de l'évolution, ils ont conçu de petites voitures qui consommaient moins, puisque nous étions arrivés à une étape où le carburant coûtait très cher et les voitures aux États-Unis fonctionnaient presque toutes au super. Alors les Japonais ont construit de petits modèles moins coûteux, tant en termes de coût du véhicule qu'en termes de coût d'énergie. Voilà. Et donc, vu que l'industrie automobile des États-Unis s'est vue menacée par cette concurrence qui avançait à grands pas avec des pertes de parts de marché sur leur propre sol, il s'est produit ce qu'on a appelé les liaisons intra-industrielles. Si bien que nous avons pu assister à des liens assez intéressants entre, par exemple, Chrysler et le japonais Mitsubishi, ce qui a donné, entre autres, naissance à la Colt Mirage que nous pouvons voir ici à l'écran. Voici un exemple de petit véhicule qui coûtait moins cher tant en termes de valeur sur le marché qu'en termes de dotation en carburant. Et il y a plusieurs modèles comme ça qui se sont développés. Je voudrais terminer sur ce point pour dire que le Japon a au total 9 industries automobiles. Il n'y a que 2 seulement, c'est-à-dire Suzuki et Honda, qui sont restés indépendants grâce à leur propre part de marché. Sinon, toutes les autres industries automobiles japonaises ont fait des alliages avec les grands géants de l'industrie américaine pour pouvoir trouver des produits qui allaient de part et d'autre. Merci beaucoup. Alors, c'était donc pour la mise au point concernant cette intervention sur l'industrie automobile. L'histoire était la suivante. Vous avez dit qu'aux États-Unis, il n'y avait que des véhicules de grand format. Et au Japon, les petits formats étaient les plus prisés. Vu qu'au Japon, il n'y avait pas de route. Voilà. Il n'y avait pas de route après le passage de la guerre. Il n'y avait plus de route au Japon. Très bien. Et Bradley prendra certainement note, madame, messieurs. Nous allons vous permettre de réagir au sujet du jour. Le bilan qu'on pourrait faire aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, plus d'un demi-siècle après les indépendances, est-ce que la courbe monte? Est-ce qu'elle descend? Est-ce qu'elle stagne? Vous avez en tout cas l'occasion toute durée aujourd'hui de réagir. Ce qui a marché également va nous intéresser, ce qui n'a pas marché nous intéressera. Et là où il faudra faire des efforts également va nous intéresser. On se revoit dans seulement quelques secondes. L'histoire récente de l'Afrique nous a donné d'assister à la célébration de 50 ans d'indépendance de la majorité des pays du continent. En réalité, qu'avons-nous fait de plus d'un demi-siècle d'indépendance? Pour en parler, rendez-vous lundi et mardi à partir de 13h30 sur RTI2 dans On garde le contact. Le mercredi, on s'intéressera à la réouverture du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Le palais a été réhabilité et rénové, à quoi devront désormais s'attendre promoteurs de spectacles, producteurs de spectacles, artistes et autres partenaires. Réagissez en direct.
on garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Nous aurons 2 colonnes aujourd'hui. La première colonne concerne les activités qui ont marché, ce qui a marché. Il y a eu des réussites dans ce demi-siècle d'indépendance. Et l'autre colonne va concerner ce qui n'a pas du tout marché, là où il faut faire des efforts. Alors Diop, on va commencer par vous. Il y a eu des réussites notables durant ce demi-siècle d'indépendance. Vous êtes attaché à ça. Depuis hier, vous défendez les pays africains concernant les critiques qui viennent de part et d'autre. Vous trouvez qu'on demande trop au continent en 50 ans. Vous trouvez que c'est peu dans la vie d'une nation. Alors, on peut noter des réussites durant ces 50 ans-là. On peut noter la première des réussites qu'on a, c'est le taux d'intellectuels qu'on a aujourd'hui dans tous les domaines. C'est vrai qu'on demande plus que ce qu'on a actuellement, mais on a beaucoup d'intellectuels. L'autre chose, c'est quand on met l'Afrique dans un gros paquet, il faut savoir qu'il y a certains pays qui ont réussi à s'industrialiser, comme le Maroc qui fait partie de l'Afrique, l'Afrique du Sud qui fait partie de l'Afrique, donc le Nigeria. Donc il y a certains pays qui ont réussi à s'industrialiser, c'est parce qu'il y a le potentiel humain. Et l'autre chose qui s'est développée, c'est l'autre chose qu'on est en train de réussir, c'est la gouvernance en fait. Il faut reconnaître que depuis un certain moment, depuis un certain nombre d'années, l'Afrique commence à prendre sa propre direction. Elle commence à se mettre en bloc de plusieurs pays et réussir des choses ensemble. Penser ensemble et développer des concepts ensemble. Je pense que ça, nous sommes en train de le réussir. Quand je parle toujours de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et l'Union africaine aussi est en train de prendre le chemin pour pouvoir réussir ce grand pari-là. Seydina, est-ce qu'il faut affirmer comme Kofi Annan l'a fait lors d'un sommet, il disait ceci, l'indépendance a provoqué une réorientation fondamentale des pays africains, libérés du contrôle des capitales européennes, ils ont cherché leurs propres méthodes de gouvernement et leurs propres orientations politiques. Avec tout le respect que j'ai pour M. Kofi Annan, je ne suis pas d'accord, je ne partage pas son opinion. Parce que c'est ce que je décris depuis très longtemps, sur le plan gestion du pouvoir, sur le plan politique de gouvernance. Je pense que l'Afrique continue de copier les autres, entre guillemets, les autres démocraties. D'accord. Est-ce qu'avec vous, on peut lister quelques réussites durant ce cinquantenaire-là? Ahmed, moi je parle de réussite quand il y a stabilité. Quand il y a stabilité sociale, quand il y a stabilité politique, quand il y a sécurité. Or, jusqu'à preuve du contraire, la sécurité n'existe pas en tant que telle en Afrique. La stabilité n'existe pas en tant que telle en Afrique. Dans des zones d'Afrique ou bien sur tous les continents? Est-ce que tous les pays sont secoués par ce que vous dites? Vous savez, mon problème, c'est l'Afrique en tant que telle. Pas que sur telle ou telle zone, ça va et telle zone, ça ne va pas. C'est l'Afrique tout entière. Pour moi, vous voyez, vous prenez un exemple très simple. Dans 2 ou 3 mois en Côte d'Ivoire, il y aura des élections présidentielles. Mais aujourd'hui, tout le monde est presque anxieux. Or, c'est quelque chose qui doit passer normalement. Vous le dites parce que vous êtes en Côte d'Ivoire ou est-ce que tout le continent africain doit être vu tel que vous vivez vos réalités en Côte d'Ivoire? Bien sûr, c'est-à-dire que si on parle de l'Afrique, je pense que ce n'est pas qu'au Maroc ça va bien, en Afrique du Sud c'est bon, c'est tous les pays africains qui doivent aller. Il y a au total combien de pays sur le continent? Il y a 54 pays, je pense bien. Donc, sur 50 pays, ouais. Est-ce que la moitié de ces pays-là est secouée, par exemple? Bon, parce qu'il faut pouvoir faire une moyenne aussi pour pouvoir dire qu'on ne prend pas la partie pour représenter tout le continent. Bien. Par exemple. Je reste sur ma position que la stabilité politique, la stabilité sociale et la sécurité n'existent pas en Afrique. D'accord. Du contraire. Est-ce que dans le cinquantenaire, ouais. à ce demi-siècle d'indépendance, il y a eu des réussites ou pas? Pour moi, il n'y a pas de réussite en tant que telle. Je m'explique, hein, parce que s'il y a des thèmes encore de rabais, des thèmes aliénants, tels que pays pauvres, très endettés, tels que les pays du tiers-monde, parce que quand on parle des pays du tiers-monde, les 54 pays de l'Afrique font parler de ces pays du tiers-monde. Donc, tant qu'on parlera des pays sous-développés, des pays en voie de développement, des pays pauvres, très endettés, donc je pense qu'on n'est pas développé, donc on n'a pas encore fait de progrès en tant que tel. On n'a pas encore fait de progrès en tant que tel. Quand Diop dit qu'il y a des intellectuels, je sais qu'il y a des intellectuels, mais est-ce qu'il y a ces intellectuels
les 100% sont cultivés. Mais, parce qu'il faut être intellectuel. Mais vous dites avec tous les autres observateurs que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Ça, c'est pas pour rien. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Actuellement, c'est le continent de l'avenir des Occidentaux. Là, je vous le dis clairement. Ça sera notre avenir si nous nous mettons au travail. Parce que jusqu'à peu du contraire, la majorité des Africains ne travaillent pas pour l'Afrique en tant que telle. Ils travaillent pour les autres. Et vous datez ça à partir de quand? La mise au travail des Africains, c'est à partir de quand? Quand on va prendre conscience que nous sommes, nul n'a le monopole de l'intelligence, nul n'a le monopole de l'invention. Quand les Africains, quand les États africains vont commencer à encourager la science, quand ils vont commencer à encourager la technologie et qu'on va mettre nos savoirs, nos intellectuels, là, nos diplômés pourront mettre maintenant leurs diplômes et leurs savoirs au service de nos valeurs, je pense qu'on pourra aller. Quand vous parlez des sciences, des technologies, aujourd'hui tout le monde a, je veux dire, toutes les capitales ont accès à Internet, beaucoup de capitales sont électrifiées, on vient de venir à bout du virus, de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le mal de l'Afrique et le mal des premiers dirigeants africains, c'est de créer des capitales. Parce que quand ils ont créé des capitales, avec toutes ces infrastructures qu'ils ont mis dans les capitales, après on a vu qu'eux le font fin du pays. Et les autres villes. Ils ont créé d'autres problèmes, comme l'exode rural. Comme aujourd'hui, voyez-vous qu'on cherche encore à mettre de l'argent dans la décentralisation, etc. Donc, une histoire de capital, il y a des rues, c'est électrifié et autres. Là. Pour moi, ce n'est pas le développement. Pour moi, je vous ai dit, Mohamed Kanté, le développement, pour moi, c'est le bien-être social de chaque population. J'arrive à me soigner tranquillement, j'arrive à être logé, j'arrive à me nourrir, j'arrive à envoyer mes enfants à l'école. Et dans quelle école? L'école qui est à l'image de mes réalités. L'école qui me permet de ne pas aller au chômage. L'école qui me permet d'aller au travail. En ce moment, on peut parler de développement. Or, en réalité, en Afrique, ce n'est pas ça. D'accord. On va revenir tout de suite, Seydina. Tout ce que vous dites là pourra être discutable aujourd'hui sur ce plateau. Allons-y à tout le monde et retrouver M. Ouattara qui est en ligne. Ouattara, bonjour et bienvenue. M. Ouattara, nous ne recevons pas M. Ouattara. Seydina, on sera avec vous tout de suite, M. Inabo. Lorsque Seydina trouve que rien n'a marché, rien n'a bougé en 50 ans d'indépendance, c'est effarant. On a l'impression et on est en droit de dire qu'il voit la vérité qu'il souhaiterait détourner. En 50 ans au moins, il y a eu des réussites. Mon avis sur la question n'a pas varié depuis hier, en fait. Ce que nous pouvons appeler réussite à juste titre, pour moi, est tellement naturel que ça ne devrait pas porter le qualificatif de réussite. Pour moi, des États qui se disent des États qui produisent pour eux-mêmes aujourd'hui, des États qui se disent indépendants, la métropole. Voilà, il y a un minimum de choses qu'on devrait voir. Par exemple, parler librement sur un plateau de télé, pour moi, ce n'est pas une évolution en tant que telle. Un homme qui respire, qui est en bonne santé, c'est normal qu'on le voit marcher sans problème. Ce n'est pas ça pour moi l'évolution en tant que telle. Il y a des résultats qui sont naturels, qu'on observe. Mais pour moi, l'Afrique aujourd'hui a les moyens et les capacités de produire des résultats qui sont au-delà de ceux auxquels on est assisté. C'est un peu ça ma petite tristesse quand je regarde le tableau que produit l'Afrique. Voilà. Sinon, on peut faire mieux. Quand tu prends la liste des 25 pays les plus pauvres au monde, je crois, peut-être au risque de me tromper à une échelle minime, il n'y a que 2 seulement qui viennent pas du territoire africain. Sinon, tous les pays d'Afrique font partie des pays dits pauvres. Pour moi, c'est chose. Je prends souvent l'exemple du Japon. Et sur cet exemple-là, on me condamne souvent de comparer 2 choses qui ne se ressemblent pas. Je dis que chaque tragédie a son poids sur chaque peuple. Voici un pays qui a été écrasé, et je pèse bien mes mots, qui a été écrasé. Les 2 grandes villes ont disparu de la carte. Toute l'industrie des autres villes a été rayée. Plus personne ne commerçait avec eux au sorti de 1945. Le yen était tellement faible qu'il n'y avait aucune autre monnaie qui arrivait à s'arrimer à cette monnaie-là. L'industrie automobile et militaire était anéantie. On était à une étape où plus rien n'existait au Japon. Les hommes qui avaient survécu étaient soit mutilés, soit humiliés dans leur être intérieur. Ils ont vu leur empereur qui, pour eux, avec l'image d'un dieu, être rabroué par des Américains venus du ciel. Vous comprenez, le Japon n'existait plus. Mais à quoi on assiste aujourd'hui, un peu plus de 50 ans après cet anéantissement-là? C'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? Moi, je crois en une capacité de l'être humain, peu importe la couleur de sa peau, de rebondir, quel que soit le gouffre où on l'a jeté. Qu'on ne me dise pas que 50 ans, c'est peu.
qu'on ne me dise pas que 50 ans c'est peu. On a eu juste 5 ans pour pouvoir ajouter un 3e pont, là où 2 ponts ont fait près de 50 ans. Ce n'est pas le temps qui nous a manqué, encore moins des constructeurs ou des moyens. Vous comprenez? D'accord. Je pense que, si tu me permets... Tout à l'heure, on permettra à Inabo de commenter un tableau comparatif des PIB. Il s'agit des PIB de la majeure partie des pays de la surface de la Terre. On aura l'occasion d'en savoir davantage. Dieu est au contrôle sur la toile. En réalité, nous n'avons jamais été indépendants. Le bilan est négatif, il le dit. Guerre, mondialisation qui rend de plus en plus pauvres. Politique dépendante de l'Occident. Nous serons dépendants le jour où nous appliquerons la politique listée par ceux qui défendaient l'Union africaine en exploitant nous-mêmes nos ressources. Nous allons à la Riviera retrouver M. Willy qui est en ligne. Bonjour Willy. Oui, bonjour Mohamed Kanté. Merci d'être avec nous Willy. Alors, quel bilan peut-on faire après 50 ans d'indépendance? J'ai quelques soucis avec Seydina et Inabo ici, qui trouvent qu'en 50 ans, rien n'a bougé du tout. Or, moi je trouve qu'en 50 ans, il y a eu de bonnes choses quand même. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi? Bon, moi je suis d'avis avec le grand frère Seydina. Ah d'accord. Parce que je trouve que c'est la personne la plus objective sur le plateau. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a de belles choses en Afrique, en 50 ans, moi je dis c'est se voiler la face. Quand on voit l'Allemagne qui était entièrement détruite après la Seconde Guerre mondiale, 50 ans après, ce n'est plus la même chose. Mais quand on prend le Japon, le même Seydina trouve qu'il ne faut pas comparer l'Allemagne, les pays occidentaux, l'Asie à l'Afrique par exemple. Seydina n'est pas d'accord avec cette comparaison aussi? Non, je sais, mais écoutez un peu. En Afrique, ceux qui ont pu réussir, vous parlez de Maroc et autres, mais au Maroc, ce n'est pas la démocratie. Regardez en Libye, lorsque Kadhafi était là, Kadhafi a pu faire quelque chose de formidable parce qu'il a adapté les réalités africaines, la politique à la réalité africaine. Aujourd'hui, nous ne faisons que copier sur la France. Nous n'avons même pas une constitution sûre. Nous n'avons même pas des institutions fortes. Non, mais... Parce que nous copions simplement ce que la France a fait. Et aujourd'hui, nous sommes au soir des élections. Vous convenez avec moi qu'il y a l'insécurité totale dans la tête des gens. Écoutez-moi bien. Seydina, oui. il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire avec des élections. Nous souhaiterons mettre le débat au niveau continental. Si vous êtes d'accord avec nous, nous regardons l'ensemble des pays d'Afrique. Est-ce que 1960 ressemble à 2015, côté infrastructure, côté santé, éducation et autres? Voici la question objective qui est posée, en fait. Est-ce que 1960 ressemble à aujourd'hui? Lorsque vous prenez 2 photos, lorsque vous prenez 2 intellectuels, lorsque vous prenez les arts de vivre sur le continent, est-ce qu'on n'a pas bougé et dans le bon sens? C'est ce que je voulais savoir. Malheureusement, Willy est reparti. Alors, Diop, vous êtes parmi ceux qui trouvent qu'il ne faut pas cracher sur ce qui a été déjà acquis. Il y a des acquis, même si on n'a que 3 ponts aujourd'hui. C'est 3 ponts qui existent. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, mais il y a des choses qui ont marché. Et les choses qui ont marché, il y a Seydina, il y a Inabo. Ça n'existait pas en 1960. En 1960, presque tous les États d'Afrique de l'Ouest, ils partaient vers le communisme, c'est-à-dire on partait tous dans le mur. On sait que les États communistes, ça ne marche pas, ce truc-là. Après, ils ont pris une autre orientation, un semblant de socialisme. Après, ils ont trouvé leur chemin. Ils ont essayé de créer l'élite. Et aujourd'hui, on a la capacité de s'asseoir et orienter notre Afrique comme on le veut. Aujourd'hui, on proclame une indépendance totale. C'est parce qu'on est allé dans les mêmes écoles que le colon. On a appris les mêmes choses. On connaît on sait que notre Afrique a tel ou tel potentiel. En 1960, on n'était que des bénis oui-oui par rapport au système dans lequel on voulait se mettre. Les premiers intellectuels, ils venaient devant les chefs de village, devant tout le peuple, parler. Leur discours était en français. On ne savait même pas de quoi ils parlaient et tout le monde applaudissait. Mais aujourd'hui, on revendique pourquoi? Parce qu'on est allé dans les mêmes écoles que tout le monde. Il y a un taux d'intellectualisme assez élevé. On a une élite qui peut
orienter l'Afrique vers le succès. Donc ça, c'est les acquis. Maintenant, il y a des maladies que l'Afrique a eues en chemin, comme la corruption, qui ont créé le malheur de l'Afrique. Mais comment un intellectuel peut être un corrupteur? Si vraiment c'est un intellectuel. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, Diop. Aller à l'école ne veut pas dire qu'on est intellectuel. Avoir des diplômes ne veut pas dire qu'on est intellectuel. Ça, c'est dans votre entendement. Non, c'est ce qui est la réalité. Parce qu'un intellectuel, Mohamed, ne peut pas se permettre de faire la corruption que lui est en train de dire. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui connaît le bien-être des choses. Donc, il n'y a pas d'intellectuel dans le monde. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est tout. Non, mais quand tu dis qu'ils n'ont pas reçu dans le parce que les plus grands manipulateurs sont les plus grands qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien. Est-ce que tu comprends? Ce que je veux dire, aucun peuple ne peut se développer sans tenir compte de ses réalités. Et puis le développement, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'ensemble ou bien la somme des immeubles ou bien des boulevards. Le développement, c'est le bien-être de l'être humain. Parce que c'est l'être humain qui crée le développement pour l'être humain. Et dans ce monde aujourd'hui, on a créé des ingénieurs. Mais c'est ce que vous voulez qu'on industrialise l'Afrique, comment on ne crée pas les ingénieurs. En fait, ce que je voudrais dire pour appuyer cette notion de développement à l'échelle des pays, c'est qu'il faut bien comprendre que le développement, ce n'est pas ce qui tape à l'œil. Le développement, ce n'est pas à quoi ressemblait une école en 1960 et à quoi elle ressemble maintenant. En fait, le développement réside dans le système. Quand on parle de santé, par exemple, on dira quel est le système de santé en Côte d'Ivoire. On ne dira pas on a construit combien d'hôpitaux de 1960 à aujourd'hui. Parce que si le système est mauvais avec un seul hôpital, il sera tout autant mauvais avec 30 hôpitaux. C'est cela qu'il faut reconnaître. Quelle est la variation, l'évolution du système de santé en Côte d'Ivoire de 1960 à aujourd'hui? Moi-même, je pense et je suis convaincu qu'on est sur une pente qui va en décrescendo. Avant même, on se soignait mieux que maintenant. Si je viens, permets-moi de terminer. Et même l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est là que j'en viens. C'est là que j'en viens. En parlant de pays développés, vous dites qu'il y a rien. Il y a quelqu'un qui a dit. Il ne devait pas avoir d'hôpitaux même s'il n'y a rien. Permets-moi. Il y a quelqu'un qui a dit hier, par catégorisation de ce qu'il entend par pays développés, que les pays d'Asie, par exemple, ont copié le modèle américain et qui sont aujourd'hui développés. C'est sur cette question que je veux revenir, en revenant encore à la Côte d'Ivoire, n'en déplaise à Diop. Il ne faut pas assimiler ce qui est visible de façon macroéconomique à la réalité du quotidien de chaque individu. Si tu prends un pays comme les États-Unis et le Japon, ils occupent le sommet des pays les plus riches au monde si on est sur la base des PIB, disons, nominaux, nationaux. Si vous faites la classification, quels sont les pays les plus riches au monde? On dira États-Unis et ensuite on dira, comment tu appelles ça, Chine. Par contre, quand on fait un calcul du PIB par habitant sur la base de la parité du pouvoir d'achat, est-ce que vous savez ce qu'on découvre? La Chine, par exemple, qui est deuxième puissance mondiale économiquement, se retrouve loin derrière, je dis bien loin derrière, à la 87e place, derrière un pays comme le Gabon, la Mauritanie, le Botswana, l'Argentine et l'Afrique du Sud, qui sont eux des pays africains. C'est pour cela que je dis qu'il faut mesurer les choses dans la variation, dans l'évolution. Où on était et où on est aujourd'hui, c'est des systèmes qu'il faut primer. Ce n'est pas des infrastructures. Il ne faut pas dire à Abidjan, il y a 3 CHU, donc le service social de la santé est développé. Ce n'est pas comme ça que ça se mesure. Il faut dire plutôt à Abidjan, quand tu es malade... L'éducation par le système. Il faut dire par exemple qu'à Abidjan, quand tu es malade et que tu te rends dans un hôpital, si ta facture fait par exemple 100% de francs, l'État par exemple, ou bien une caisse quelconque prend en charge 80% et toi le malade, tu prends 20%. C'est cela le système de santé profitable à l'individu. Le qui est là-bas, qui est docteur, ne te dit pas paye une caution avant qu'on va te toucher. D'accord, très bien. Fatou, nous avons le tableau. Vous avez dit la Chine dans le PIB par habitant, c'est ça? Oui, la Chine dans le PIB par habitant est classée à la 87e place. Et ce classement est issu des travaux du FMI pour l'année 2014. Très bien. Et l'Afrique du Sud se trouve à la 83e place, l'Algérie à la 79e place, le Botswana. Avant la Chine qui est considérée comme la deuxième puissance mondiale, l'Algérie 79e. Et puis, des pays africains... Le Gabon, 56e. Le Gabon, 56e. Quelqu'un qui visite Beijing ou bien Pékin, il sera émerveillé. Il va dire, voici une puissance, voici un grand pays, voici une forte économie. Mais quand derrière tout ça, quelqu'un n'a même pas 300 francs par jour, est-ce qu'on parle de développement encore? Prenez l'exemple de l'Inde. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, coup de fil au standard, coup de fil en provenance du Burkina Faso. On va nous
Monsieur Bado. Monsieur Bado est en ligne depuis le Burkina Faso. Bonjour Bado. Bonjour. Monsieur Bado, êtes-vous là? Il n'est pas là malheureusement. 22 42 54 plus 225 22 42 54 pour réagir au sujet et vous aurez certainement le temps de réaction nécessaire pour tenter de convaincre l'une ou l'autre partie. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui des 50 ans d'indépendance? Diop, et on passera à l'autre côté. La question était très simple. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais. Donc, on était dans qu'est-ce qui a marché. Si tu critiques un système de santé, c'est parce que déjà il y a un système de santé. Si tu critiques... Non, je viens. La base... Système de santé. Non. C'est-à-dire que Diop parle comme si les Africains... Est-ce que vous pouvez... sont en brousse. C'est-à-dire que... Non, est-ce que vous pouvez me laisser continuer parce que je vous laisse parler, je pense. J'ai l'impression que tu... Non, mais quand vous me dites que rien n'est fait... Non, j'ai pas fini. Il parle de la médecine moderne. Seydina, quand vous dites que les Africains n'étaient pas en brousse, je vais dire... Quand tu parles de système, on avait un système de santé aussi. On parle d'une situation 50 ans après des indépendances, après le contact avec ceux qui ont colonisé le continent. Si je comprends bien la question, c'est que 50 ans après, ce qui n'a jamais existé en Afrique, qui existe aujourd'hui après les indépendances, c'est ça que les questions. Il s'agit d'un changement. Qu'est-ce qui n'existait pas en Afrique qui existe aujourd'hui? Quand on dit est-ce qu'il y a eu du mieux, il faut nous montrer ce mieux-là. Il ne faut pas nous montrer des faisceaux d'indices, montrez-nous le mieux qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas en 1950 et qu'il y a maintenant? Ne parlons pas de pont. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas en termes de système et d'avancées notables pour chaque individu que nous sommes? Il vous donne par exemple le taux d'alphabétisation qui aujourd'hui est élevé. Et quand Seydina dit que le développement du continent se fera sur les bases il n'y avait pas de médecins. Non, attendez. Il n'y avait pas de médecins africains. C'est quoi la finalité d'être C'est pour industrialiser, développer, mais ça prend du temps. Dites-moi, vos grandes nations dont vous parlez là, de leur indépendance jusqu'à 50 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je te dis que le nombre de voitures produites au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, a augmenté, c'est-à-dire a été multiplié par 127 fois le nombre de productions annuelles. Laisse-moi terminer, je vais te montrer à quoi servent les ingénieurs. Après 10 ans de guerre, c'est reconstruit très rapidement en 5 ans. Ce que tu dis du Japon, le Japon ne peut pas être comparé à un continent qui est l'Afrique. Un pays se reconstruit. C'est cela qui fait honte. Un pays se reconstruit très facilement. Après 10 ans ou 13 ans. Reconstruit? Mais en Côte d'Ivoire, on est là, c'est l'exemple palpable. Après 13 ans de guerre, en 4 ans, je ne veux pas rentrer. Tu vois, c'est pourquoi je ne veux pas qu'on. Non, personne. C'est pas le débat de la. On a dit en Afrique. Recadrons. 50 ans après les indépendances en Afrique. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'on me dise ce qui a marché. Rien n'a marché. Parce que moi, j'observe. Toi, tu es un exemple de ce qui a marché. Non, attends. Allons bien à notre rythme. On dit. Qu'est-ce qui a marché 50 ans après les indépendances en Afrique? Moi, pour ma part, je dis, on se suit bien, Diop. Moi, pour ma part, je dis qu'il n'y a rien de concrètement observable. Tu comprends? Je ne parle pas de processus, je ne parle pas de ça. Je me réjouis que mon pays soit sur une bonne pente, etc., comme tu dis. Mais qu'est-ce qui est observable concrètement? C'est de cela qu'il s'agit. Les Africains, c'est de se contenter du peu. C'est-à-dire que l'inutile, c'est l'être humain qui est le plus important. Attends, je viens. L'être humain. Le problème, c'est quoi? On te dit, la question est partie. On a dans un continent où des gens meurent par centaines. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? On va se calmer. On est dans une situation où des gens meurent par centaines à vouloir traverser la mer. Ça, c'est ce qui n'a pas marché. Et par jour. Ça, c'est ce qui n'a pas marché. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui a marché? C'est ça la question. Ce qui a marché, il y a des ingénieurs, il y a des hôpitaux partout, dans toutes les villes. Il n'y en avait pas. Avant, ça sert à quoi quand on lutte Ça sert à quoi quand on meurt de paludisme encore? Quand on me dit qu'il y a des ingénieurs partout, on meurt encore de paludisme. Mais ça, c'est ce qui n'a pas marché. On dit que chaque 30 secondes, un enfant meurt en Afrique de paludisme. Ok, on va quitter un peu le plateau pour le Burkina Faso. Le téléspectateur a entendu beaucoup de choses. Il était bloqué au standard. Bonjour. Oui, bonjour.
monsieur. Merci d'être avec nous. Bon, les réactions sont mitigées ici concernant le bilan des 50 ans d'indépendance. Quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que comme Inabo et Seydina, le tableau est sombre ou est-ce qu'il y a eu de bonnes choses, mais il y a du travail à faire quand même? Je ne pourrais pas être le tableau est sombre. Quand on fait le tableau de l'Afrique, Bon, il faut écoutez, reconnaître que l'Afrique n'est pas sur le bon chemin du développement. Je pense que nous copions de façon aveugle ce qui se passe en Sénégal. d'accord. Quand on prend par exemple au niveau et que vous regardez, c'est ce qu'il y a comme acte de la. D'accord. Vous avez, excusez-moi, vous avez, excusez-moi, on a un problème de. Donc, quand on regarde depuis 1960, D'accord. la France n'est pas sur la voie du développement. D'accord. On pourra demander aux téléspectateurs de baisser le poste, la télé, avant de réagir. D'accord. Je souhaiterais qu'on souhaiterait que l'équipe de liaison téléphonique demande aux téléspectateurs d'écouter via le téléphone. Baisser le volume de la télévision, ça va nous permettre d'avoir un confort d'écoute. On n'a pas pu saisir ce que le téléspectateur disait. Nous allons permettre à d'autres téléspectateurs de réagir. Alors, Diop disait par exemple, dans les bonnes choses à lister, vous êtes un produit des 50 ans d'indépendance. Seydina refuse d'être un produit des 50 ans d'indépendance. Or, Seydina, vous êtes d'accord que... Non, tu es un produit des 50 ans d'indépendance. Tu parles... Non, attends. Quand je la parle... Bon, finalement, tu vas mettre du scotch sur ma bouche. Quand je parle, tu m'empêches de parler. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, c'est nous. Et ce qui n'a pas marché, c'est la façon dont on a conduit le système, c'est-à-dire la corruption et tous les autres. Je viens. Non, mais tous les États du monde là. Quand tu me lises des intellectuels, on est là à l'école, voilà. Mais on a des intellectuels, c'est pourquoi on a des médecins. Je viens. C'est pourquoi on ne meurt pas par milliers. À quoi sert un médecin si tu me laisses parler, on va vraiment chaque 30 secondes un enfant meurt? À quoi sert d'être médecin seulement dans un continent où le taux de mortalité en couche est encore très élevé? À quoi sert d'être médecin instruit dans un continent où le sida tue encore plus que dans n'importe quel autre continent? À quoi sert d'être un médecin quand l'accès au vaccin ressemble à une aumône? Je dis, ce qui n'a pas marché est bien perceptible. De 1960 à aujourd'hui, le taux de mortalité. Je te dis, moi je t'informe qu'aujourd'hui, le paludisme tue un enfant chaque 30 secondes. Il y a 2 millions. Il y a un artiste qui nous a visité ici en Afrique pour une tournée africaine. Un artiste d'origine africaine et naturalisé occidental. Je ne vais pas citer son nom. Mais vous savez, il n'a pas terminé sa tournée à cause du traitement préventif antipaludéen qu'on lui a administré avant sa tournée. C'est-à-dire qu'il a succombé à son traitement préventif parce que l'Afrique, le signalement qu'on lui a donné est que l'Afrique où tu vas, c'est le berceau du paludisme. Est-ce que vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Mais Inabo, ce que tu dis n'est pas vrai. En 1960, la malaria, c'était la maladie qui tuait le plus. Aujourd'hui, les personnes les plus exposées au paludisme, c'est les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. De quel continent? Mais c'est en Afrique, mais c'est une maladie tropicale. Tu veux que ça se trouve où? Le sida tue plus. Le paludisme, c'est une maladie tropicale. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique, il y a des tropiques, un cher ami. Il y a une Amérique du Sud qui bénéficie des mêmes tropiques que nous. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas seulement qu'en Afrique, ce climat que tu vois et puis les conditions dans lesquelles nous vivons ici sont aussi partagées sur d'autres continents. Ça, c'est d'un. De deux, la mortalité infantile qui n'a rien de tropical. La mortalité en couche qui n'a rien de tropical sont plus forts observés en Afrique. Taux de chômage, il n'y a pas eu de réduction en Afrique. Si vous me dites que de 1960 à aujourd'hui, le taux n'a pas réduit, c'est qu'on n'a pas eu d'avancée. Tant que nos écoles vont donner des diplômés qui seront dans les bureaux, comme les ingénieurs agronomes, qui doivent être des gens de subterrain qui sont dans les bureaux, tant qu'on aura, comme Diop le dit, des chercheurs, des scientifiques qui ne vont rien chercher, qui ne vont rien trouver, tant qu'on aura tous ces, tant que l'école va former tout ça, s'il te plaît, tant que l'école va... Il y a des chercheurs chaque jour que tu cites ici qui trouvent des choses. Je viens Diop, tant qu'il aura ces gens de problèmes, on ne va pas aller au développement. Tant que aussi
des gens qui ne sont pas forcément des diplômés, ont eu des inventions. Au Nigeria, il y a des chercheurs qui ont trouvé des choses. Ils ne sont pas aidés par nos gouvernants, on ne pourra jamais le développement. C'est évident. Vous avez dit ici que vous avez une liste de près de 150 inventions qui ont été Ça ne faites fait pas de l'Afrique un continent développé. Non, mais aujourd'hui, le débat sur cette question d'invention était dans un autre thème. On essayait de démontrer que l'intelligence... Non, attends, on essayait de démontrer... Je m'inquiétais un peu. Lorsqu'il dit que les inventeurs et les ingénieurs sont dans les bureaux, il y a de l'action, il y a de l'activité. Lui-même a mentionné ça dans son œuvre, La dictature culturelle. Alors, pourquoi J'ai dit que tant que nos gouvernants ne vont pas encourager ceux qui ont fait des inventions, pour que ces inventions puissent être utiles à tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir accès à ça, on n'ira pas au développement. Des gens inventent. On inventait depuis avant l'indépendance, s'il te plaît. Le fait qu'un Africain invente n'a rien à voir. C'est pas une conséquence de l'indépendance. Les gars, voilà. C'est pas une conséquence de l'indépendance d'inventer. Attends. Moi, personnellement, ma position est claire. Moi, je suis quelqu'un qui défend aussi l'Afrique, mais vos inventions avant l'indépendance, ça donnait quoi? Je ne veux pas jubiler des vêtements trop ordinaires et naturels. Non, mais vos inventions avant l'indépendance ont donné quoi? L'évolution des choses. L'impact sur les inventions avant les indépendances sur le ça continent, par exemple. Est-ce qu'avant les indépendances, les prouesses ont donné quelque chose? Les prouesses de qui et de quoi? Des non, mais vous dites qu'il y a eu mais ce qu'il faut comprendre, regarde. On est venu se faire mater ici, faire esclavage, colonisation, tout. Maintenant, on sort de là. On est en train de prendre une nouvelle orientation. Comprenons bien quelque chose. On ne peut plus revenir à l'année de Sundiata pour dire qu'on va vivre comme Sundiata. Ça, ce n'est plus possible. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est rentré dans un système où on a déjà fait 50 ans. Maintenant, il y a eu des intellectuels, on a le même niveau, on a les mêmes façons de voir les choses et on comprend les choses de la même manière que ceux qui nous ont colonisés. Aujourd'hui, on a la responsabilité d'orienter l'Afrique dans notre vision des choses. Vous avez toujours eu cette responsabilité. Je viens, j'ai pas fini. Cette responsabilité, ça fait 50 ans que vous l'avez. Payer les études pour nos enfants et développer une éducation qui va répondre à la demande. Et cette question-là résout le débat. Vous allez poser la question juste après Tanda. Nous allons à Tanda et après vous allez poser votre question. Ce qu'il y a à faire remarquer aussi, c'est que les Africains sont très actifs aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, au point de mettre au point des applications. Il y a des applications made in Africa aujourd'hui, sur les smartphones, sur les tablettes et autres. Mais en quoi ça n'a pas de lien avec l'indépendance? Il faut que les gouvernants... Attends, je viens. C'est le rapport entre l'intelligence et l'intelligence. De l'indépendance aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi l'objet de la question? On parle des États africains, on ne parle pas de l'intelligence. Mais vous dites que le développement est humain d'abord. Ce que Mohamed a dit... Les États indépendants depuis 50 ans, où sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont de bon à nous présenter? Voici la version autrement réformée. On revient alors après Tanda. Le téléspectateur est en ligne. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Je voudrais participer à l'émission, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes bienvenu sur cette émission Garde le Contact. On vous écoute alors. Est-ce que le tableau est joli à voir 50 ans après les indépendances? Bon, j'ai l'impression que le débat est très passionnant. C'est même passionné. Sur le plateau, on voit bien que les invités essayent de débattre là-dessus, mais moi je crois bien que l'Afrique fait un pas en avant et deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous enfoncez le clou, vous expliquez. L'Afrique n'évolue pas, l'Afrique n'évolue pas. On a l'impression que l'Afrique évolue dans les maladies, les épidémies. Et chaque année, on nous crée des maladies. On ne comprend pas. Il faut que les Africains prennent leur destin en main. Non, ce n'est pas ici seulement qu'il y a. Ce n'est pas ici seulement qu'il y a des maladies, hein, cher ami. Mais il y a trop de maladies en Afrique. Quand on prend le taux de mortalité partout dans le monde, le taux en Afrique est tellement élevé. Il faut que le débat soit dépassionné, quoi. Parce que nous, les téléspectateurs, on voit que sur le plateau même. Entre nous, les invités, on voit que bon, le débat est très passionnant. Vraiment, il faut qu'on dépassionne un peu le débat et qu'on recadre tout ça pour pouvoir bien débattre de ça. Donc, c'était ma participation. Voilà, donc en conclusion, vous dites qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière, donc on recule. Oui, donc il faut qu'on puisse former des vrais hommes, des vrais garçons pour pouvoir diriger l'Afrique.
D'accord, merci. Parce qu'on a un manque d'hommes. Parce que ce n'est pas les fonds qui font l'Afrique, ce n'est pas les fonds qui doivent construire l'Afrique, c'est les hommes qui construisent l'Afrique. Mais on a Il faut plus de cerveau, plus de maturité. Oui, mais c'est ce que dit Diop, par exemple. Plus de cerveaux, les cerveaux sont formés à l'école. Aujourd'hui, le taux de cerveau a augmenté. Il parle de la santé, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable. Ce sont des points sur lesquels Diop reste campé et il a raison. Les chiffres lui donnent raison lorsque les rapports sortent, au point de faire aujourd'hui de l'Afrique le continent de l'avenir. Donc Diop a des raisons. Ça, ce sont des slogans qui nous vendent. Ce sont des slogans qui nous vendent. Il faut qu'on essaye d'évoluer. Parce que les Blancs essayent de nous mettre ça dans la tête. L'Afrique, on nous martèle ça chaque matin, midi et soir. L'Afrique, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Or, nous, les Africains, on n'essaie pas d'éveiller les consciences. Vous ne voyez rien dans l'avenir qu'on vous présente tous les jours? Il n'y a rien. Le bilan est sombre. Le bilan est très sombre. Vraiment, c'est désolant. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Inabo, aujourd'hui, Seydina s'est positionné comme un afro-pessimiste. Ça, non, il ne s'agit pas de ça. Non, si. Inabo, non. Pas du tout. Vous êtes désormais libre de vos mouvements, libre pour prendre vos décisions. Non. Vous produisez pour vous-même. On vous permet de vous doter d'instruments de votre propre développement. Et vous trouvez que vraiment tout ça, ce n'est pas suffisant. Non, et même les Africains créent. Vous trouvez que ces inventions... Attention, je n'ai pas dit. J'ai dit que les Africains créent, les gouvernants africains n'aident pas. Ça, c'est ce qu'il a dit. Attendez. Est-ce que ce n'est pas une des plaies du continent que de vouloir tout adosser à l'État? C'est la question même du débat du jour. Quand on dit Afrique, 50 ans après les indépendances, quel bilan? Le bilan, là, on l'attend des États qui constituent l'Afrique. On se comprend? On ne parle pas de Mohamed Kanté en tant qu'individu, on ne parle pas de Seydina en tant qu'individu, encore moins de Inabo en tant qu'individu. On parle de l'effort collectif, de l'intelligence collective de ces enfants-là pour le rayonnement de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Mon avis est que depuis 50 ans, on a refusé de mettre ensemble nos intelligences collectives. Ce n'est pas du pessimisme. C'est un constat pour inviter à mieux faire. Aujourd'hui, observez bien, les menaces sur l'Afrique sont régionales. Quand on parle de Boko Haram ne cherche pas un seul pays en tant que tel. Boko Haram menace l'Afrique. Quand on parle de la famine, elle menace l'Afrique. Le palu menace l'Afrique. Ebola menace l'Afrique. Les menaces sont groupées alors que les solutions prises sont individuelles. Vous comprenez? Notre pays s'apprête, je le disais la dernière fois, à lancer un satellite pour faire la surveillance sur nos frontières. De quelles frontières on parle? On parle des frontières de la Côte d'Ivoire. Tandis qu'il y a quelques mois, à quelques mètres de la frontière nord de la Côte d'Ivoire avec le Mali, il y a eu une attaque qui a été attribuée à Boko Haram. Moi, je dis que l'Afrique n'a pas suffisamment pris ses responsabilités durant ces 50 ans. Ce n'est pas du pessimisme que je le dis. Au contraire, je reste convaincu qu'on a la capacité de faire mieux, mais on fait peu. Voilà mon problème. Alors, pendant qu'on était dans ce qui a marché, vous avez listé tout ce qui n'a pas marché. Donc, on a déjà le tableau de tout ce qui n'a pas marché. Donc, côté santé, il y a quelques soucis. On sait qu'il y a trop de bébés qui meurent à bas âge. On sait aussi que pour l'éducation, l'accès à l'éducation, c'est vrai qu'il y a des efforts en la matière, mais il faut encore faire des efforts. Là, il y a beaucoup de problèmes sur le plan éducation. Parce que je vous ai dit, la plus grande plaie des Africains aujourd'hui, c'est l'air d'école. Parce que, vous voyez, on ne peut pas se développer si on n'a pas de l'estime pour soi, si on n'a pas de l'amour pour soi. Or, la réalité nous démontre que l'école dans laquelle nous allons, on finit par se haïr. La preuve, vous avez un livre d'histoire géo de CM2, cours moyen, deuxième année. Qui est enseigné. Ici, on parle de, excusez-moi, Voilà, même si ça n'a pas trop de rapport avec le ça n'a pas trop de rapport, sujet, mais vous trouvez que cette école-là n'est pas faite pour nous arranger. C'est pas fait pour nous arranger. Et là, vous avez une des pages de ce livre-là. La page 12, j'étudie la traite des Noirs. Ici, on dit que les Européens venaient sur les côtes africaines pour acheter des esclaves. Des rabatteurs noirs ramènent des caravanes d'esclaves vers le comptoir. Ils sont échangés contre des étoffes, des vieux fusils, du mauvais alcool, des pacotis. On dit ça aux enfants africains de 10 ans, 12 ans. Mais ça a quoi de mauvais? Et ensuite... Non, ça a quoi de mauvais? Parce que c'est faux. C'est faux. Parce que là, c'est faux. On occupe les razzias. Les razzias, les canons qu'on envoie.
là c'est faux. On dit à un enfant de 10 ans que tes parents vendaient l'autre. Et ensuite, on dit dès le 19e siècle, certains Européens vont se lever contre l'esclavage. Des philosophes français comme Voltaire, Voltaire qui est un raciste, prennent position contre l'esclavage, essentiellement qu'on abolit l'esclavage. On ne parle même pas ici de la lutte de tout ça, l'ouverture, on ne parle pas des révoltes, on ne parle de rien. Mais plus tard, donc, on leur apprend ça. On dit à l'Africain, à l'enfant... Ça c'est au CM2 par exemple. Mais si l'enfant arrête, c'est au CM2. Non mais il va se cultiver. Voilà, je veux dire voilà, que voilà l'éducation qu'on donne à nos enfants. Les enfants se haïssent. C'est ce qu'on vous a... C'est ce qu'on vous a appris, mais plus tard, vous avez su la vérité. Donc, nous tous, on est là pour ça. Ah non, j'ai le livre de CPM. Jusqu'à terminal, il y a beaucoup de personnes qui discutent quand on leur apporte la vérité. Et on voit des appels ici, des réactions sur Internet. Les gens sont déjà déformés dès le bas âge. Un enfant en bas âge, tu dis que tes parents ont vendu les gens aux blancs, et puis après on dit que ce sont les blancs encore qui sont venus vous livrer. Vous avez eu l'occasion de rétablir cette vérité-là ici. Vous êtes suivi. Ici, il y a toujours une vérité. On va toujours aller un peu. D'accord. Dernière intervention du Togo, s'il est là, il se nomme Bédel. Il sera le dernier à intervenir qui a le téléphone. Il se nomme Eugène. Eden, excusez-moi. Eden. Bonjour Eden. Pas de retour. Nous n'avons aucun retour. Voilà, on s'excuse auprès des différents téléspectateurs qui n'ont pas pu avoir accès au plateau et aussi on s'excuse aussi auprès des internautes. La connexion nous fait quelques jeux depuis ce lundi. On espère que tout va rentrer dans l'ordre, mais toutes vos réactions sont là et le best-of aura lieu la semaine prochaine. On reviendra sur les temps forts de ce plateau. Alors, vos réactions pourront être lues. Alors, en guise de conclusion, est-ce qu'il faut dire, comme un artiste togolais, il se nomme Kin Mensa, il disait qu'en 50 ans, il y a eu des bonnes choses, mais il y a encore du travail, Diop. Oui, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu une base, qui a été faite, mais il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Et je crois que maintenant, l'Afrique est assez prête avec ses enfants à orienter et à développer cette Afrique dont on rêve tous. Et je pense que il va nous falloir vraiment beaucoup de travail, lutter contre la corruption. Tu sais, il y a une maladie qui a tué vraiment l'avancée de l'Afrique, c'est la corruption sur tous les plans. Quand on parle de mauvaise gestion du système médical, quand on parle de mauvaise gestion du système scolaire, tout ça, c'est l'éducation, c'est la corruption qui a tout entraîné. Et la semaine prochaine, on va aborder ce chapitre-là. Quelle Afrique pour l'avenir? On parle beaucoup de l'Afrique comme le continent de l'avenir. Nous, on va poser la question autrement. Quelle Afrique pour l'avenir? Et là, les propositions seront les bienvenues. Seydina, en guise de conclusion, 50 ans après les indépendances, on peut sincèrement, je salue les Africains individuellement. Parce qu'individuellement, les Africains ont travaillé. Il y a eu beaucoup d'inventions. Il y a eu beaucoup de personnes qui, de manière extraordinaire, qui ont participé au développement de leur région, de leur village, etc. Mais ce sont les gouvernants africains quand même qu'il faut accuser. Parce que je pense que ce sont eux qui n'ont pas assumé les responsabilités. Parce qu'ils ont laissé développer la peur en eux. Voilà, ils ont laissé développer la peur en eux. Donc je pense que ce sont eux qui doivent prendre des décisions courageuses pour que nous puissions, nous les peuples, nous puissions vraiment les soutenir, faire un bloc autour d'eux et qu'ils disent non au système qui est en train de nous rabaisser, le système qui nous met qui nous donne des normes. Est-ce que la diplomatie n'est pas un art ou une science différente de tout ça? Ce qu'il vient de dire là, c'est la diplomatie. Hein. Oui, j'ai dit, nous, on fait un bloc autour de leurs idéaux, on les protège. Quand on les protège, ce n'est pas avec des armes. Voilà, c'est pas avec des armes. Pour dire que nous aimons. On peut être courageux, mais la diplomatie nous imposera de. Oui, mais c'est de manière modérée. Écoutez, quand un dirigeant en Occident dit à un autre dirigeant que le système. Et ma loi de homosexualité, si tu ne le mets pas, si tu ne mets pas ça dans ta constitution, je te coupe l'aide. Bon, je pense que tout ça. Ça a eu lieu où et quand? Ah oui, mais David Cameron, le premier ministre britannique, en décembre 2013, il a eu à dire aux Africains. Mais il y a eu des Africains courageux qui ont donné sa réponse pour dire non, attention, chaque peuple vit selon ses traditions. Alors, s'ils ont le courage, si encore les Occidentaux ont le courage de dire à nos dirigeants, faites ceci, faites cela. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas encore développé. Ouais, aucun État n'a appliqué cela. Hein, cette loi
pour l'homosexualité ou encore cette reconnaissance. Jusqu'ici, ça n'a pas encore... C'est ce que ça en a dit. C'est pas passé. Si quelqu'un, Mohamed, s'il te plaît, pardon, tu as parlé pour toi, je n'ai rien dit. Pardon, Diop, pardon. Je n'ai rien dit quand tu parlais. Voilà. Si quelqu'un qui est chez lui, et puis il va dicter des lois chez toi à la maison, c'est qu'il a découvert des faiblesses en toi. D'accord, ça ira. Voilà. Alors, Inabo, on va terminer par vous. 50 ans après les indépendances, quel bilan? Bon, je dis que je crois en l'Afrique. Voilà, je crois en l'Afrique, je crois dans les États africains. Mais je crois plus en une Afrique fédérée, en une Afrique des grands espaces, comme j'aime le dire. Cela dit, je demeure persuadé que, au regard de ce qui aurait pu être fait, très peu a été fait. Mais ce n'est pas un motif de découragement. En Afrique, il y a les ressources idoines. Vous savez que dans 10-15 ans, on sera, avec la Chine et l'Inde, les plus grands marchés sur la planète Terre en termes de population. Voilà, le réveil du monde peut venir de l'Afrique. L'Afrique en a les capacités, la force et les moyens. Il faut simplement développer l'intelligence collective, que nos dirigeants apprennent à gouverner ensemble pour une Afrique inclusive. C'est la seule condition. Les Européens ont fait ça, ils sont en train de réussir. Ils dominent le monde aujourd'hui. Les États-Unis l'ont fait, ils dominent le monde aujourd'hui. 50 ans après, tous les grands l'ont fait. Il faut qu'on sorte des identités institutionnelles, c'est-à-dire le simple fait de donner des noms à nos organisations. Il faut que ça se matérialise dans les actions. Je suis très reconnaissant à la volonté politique de notre pays qui veut relier Abidjan à Ouagadougou par une route, une seule et même route. Je suis reconnaissant à cette même volonté qui développe des accords de coopération sud-sud entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est ça qu'il faut encourager, le chemin de fer qui longe la mer en partant de Dakar jusqu'au Congo. C'est ça l'Afrique intégrée. C'est ce qu'il faut pour qu'on aille de l'avant. C'est à cela que j'invite nos dirigeants. Merci beaucoup. Et vous serez très à l'aise la semaine prochaine, hein, parce que quelle Afrique pour l'avenir, ces propositions-là seront les bienvenues. Merci beaucoup. Et Kin Mensa, lorsqu'il a été interrogé par une chaîne française, hein, il a terminé son interview de la façon suivante. Il disait, si mon père ressuscitait, mon père qui est décédé il y a 25 ans, il pourrait retrouver sa maison sans demander son chemin à personne, parce que rien n'a changé. Bien, beaucoup de choses n'ont pas changé. Voilà, 25 ans, le vieux a disparu. S'il revient, il va aller tout droit à la maison parce qu'il ne peut pas se tromper de route et ou de rue. On invite aussi à l'afro-optimisme. Je suis toujours optimiste. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Nous remercions tous ceux qui ont bossé, surtout sur les images. Le chef du village, Fousseni Maïga, était avec nous. L'actrice Sorolidi a géré des images aussi. Et notre ami Frankie, voilà. Une équipe bonne pour le service. De l'autre côté, nous avons toute une grande équipe avec Fatou Koulibaly. Demain, on parlera culture avec le directeur du Palais de la Culture, rénover et réhabiliter. À quoi devront désormais s'attendre les promoteurs de spectacles, les artistes et les autres acteurs culturels. Vous saurez tout demain en nous suivant sur On garde le contact. Parce que M. Kone Dodo a donné son accord. Il sera là pour rendre clair tout ce qui paraît un peu sombre. Voilà. Et ce palais-là est flambant neuf. Du son, de la lumière, vraiment des écrans désormais lorsque vous louez le Palais de la Culture. Merci à tous. Nos programmes se poursuivent.